j'ai écrit quelque chose que j'ai appelé « En l'honneur du premier venu ». Laurent me disait de réfléchir à la question de la portée politique de l'art. Y a-t-il une portée politique des poèmes? Cette efficacité politique ne fait aucun doute pour moi, car je pense que ce qui fait la beauté d'un geste d'art, c'est la liberté qu'il offre à celles et à ceux à qui ce geste est adressé. C'est pourquoi je dirais plutôt que tout geste qui offre cette liberté et cette égalité en partage est de ce fait un geste d'art. Offrir de la liberté, c'est ouvrir le champ du possible et rendre à chacun, à égalité, sa propre puissance d'agir. Or, il n'y a pas d'autre définition de la vie politique que celle qui fonde ce partage. La puissance politique de toute inscription de la liberté et de l'égalité dans le monde sensible engage alors la définition de l'humanité elle-même. Puisque la question qui nous rassemble est celle qui interroge les gestes d'art et les gestes politiques, je considère que ce qui les rassemble en un même geste, ce sont, comme je vais le faire entendre, les conditions et les formes de l'hospitalité. La question de l'hospitalité qui est en jeu ne doit pas opérer sous le signe d'une vertu morale, d'une bienveillance provisoire, mais sous celui d'un enjeu politique, car il en va de la résistance radicale à la déshumanisation du monde. L'accueil opère, pourrait-on dire autrement, sous le signe de la mondialité du tissu relationnel qui a été évoqué, de l'universalité des figures de la rencontre, de la fécondité créatrice que suscite l'arrivée de tout autre. En un mot, accueillir est un art. Je tourne alors mon regard vers la mer, vers la Méditerranée, cette vaste étendue de vagues, de tempêtes qui a porté les navires des conquêtes et plus que jamais des naufrages. C'est sur elle que se sont joués les partages millénaires entre les détenteurs de la culture, mais aussi les détenteurs du pouvoir, les prédateurs des richesses et toutes celles et tous ceux qu'ils ont pu asservir. Méditerranée veut dire au milieu des terres, médiatrice entre les terres, elle dont les eaux recouvrent la continuité sous-marine, l'unité secrète et souterraine des territoires qu'elle sépare et pourtant relie invisiblement. C'est sur ces rives que furent énoncées, célébrées, entre les terres et les îles de la Grèce et de l'Italie, les règles universelles, irrécusables de l'hospitalité. Voilà pourquoi en ce jour qui rend hommage à la liberté et au courage créateur d'un grand geste d'hospitalité, j'ai choisi dans un premier temps de rendre présent à votre mémoire, à notre mémoire, quelques mots grecs et latins qui sont aujourd'hui tellement présents dans notre langue qu'ils constituent encore le lexique de la rencontre et de l'accueil. Ces mots doivent continuer d'accompagner politiquement les gestes du partage. Qu'est-ce qu'un arrivant ? Que nous arrive-t-il quand tout autre arrive ? Il s'agit de la rencontre du premier venu, du voyageur inconnu avec tout autre sur les terres et les îles des différents naufrages. En premier lieu, alors, écoutez le mot « tukon ». En grec, c'est le premier venu, on le traduit comme ça, « tukon ». Le sujet de la rencontre, le rencontré, le rencontrant, le non-semblable, l'inconnu conduit vers moi par hasard, tuké, le sort, le hasard, de ce qui nous tombe dessus sans que nous l'ayons ni prévu, ni voulu. Tunkanein, rencontré, tuké, le hasard, bonne fortune. Ce qui arrive, que l'on n'attend pas, que l'on n'attend plus, peut être voulu par les dieux. Ce premier venu, tukon, qui vient de loin, qui passe, voyageur passager que l'on salue, que l'on accueille, qu'on ne l'en retient pas s'il veut ou s'il doit repartir. Tukon, ce nouveau venu tel le nouveau-né, cet inconnu à qui l'on doit le toit, le vêtement et la table, le repos aussi, mais surtout la parole, l'écoute. On entend son cri, on écoute son récit, attentif à son chant. Tukon, c'est le sujet à l'état naissant. C'est l'arrivée de cet inconnu dans le monde, qui vient au monde, comme on dit, pour une naissance, qui aborde un monde,
Ce sujet de la rencontre, ce tout autre, cet étranger qui accoste sur nos rives, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son état, avec lequel les choses ne vont pas de soi, peuvent même être difficiles, voire hostiles, c'est lui le sujet de l'hospitalité. Alors, écoutons maintenant un peu de latin, l'hôte, qui en latin comme en français signifie ensemble l'accueillant et l'accueilli. Hostis, hospes. Hostis qui dit l'hôte, mais fait entendre aussi l'hostilité. Hospes, l'hospitalité, l'hôpital. Hostis, inséparable de l'hospes. Mais si hospitalité et hostilité consonnent ensemble, ce n'est pas pour inscrire la guerre entre l'hôte et son hôte, mais pour exprimer tout autre chose, à savoir que l'hospitalité n'a rien à craindre de l'écart, de la différence ni du différent, bien au contraire. L'étrangeté de l'étranger, le dissemblable, le conflictuel, font intimement partie des conditions de la construction de l'accueil. Le choc de l'inconnu excède toujours mon attente, déplace mes certitudes, bouleverse mes habitudes. Unheimlich, l'inquiétante étrangeté du nouveau venu, mobilise le désir entre la crainte et l'amour. Comment comprendre la violence de l'hospitalité, si ce n'est en constatant la puissance éruptive, disruptive de ce qui surgit dès la naissance, échappe à toute identification. Le nouveau venu, tout comme le nouveau-né, sont l'un et l'autre ces inconnus qui surgissent comme pur événement, fruit du désir, source du désordre. Ils mettent en mouvement, ébranlent les conforts, redistribuent les places, brisent les répétitions. Dans le vocabulaire des institutions indo-européennes, Benveniste analyse l'équivalent grec de hostis et hospes latin. C'est le mot xénos, qui désigne lui aussi deux choses en grec, l'étranger hostile et l'ami. Mais pas n'importe quel ami. Car xénos est l'ami en tant que sujet de l'hospitalité. C'est celui que nous devons recevoir. Notre ami, philos. La solution de l'hostilité dans l'hospitalité, c'est que notre hôte est notre ami. Cette solution fait au cœur de la langue, se glisse, car l'hospitalité en grec se dit philoxénia. Le mot philos, l'aimer, le sujet de l'amitié, est venu se glisser entre celui qui reçoit et celui qui reçut, pour dire ce régime d'affect, d'amour possible, construit dans l'égalité, la réciprocité, qui, selon encore Benveniste, est le propre de l'hospitalité. Puis vient le mot phobos, c'est la peur, la terreur, qui fait du xénophobe le sujet de l'effroi panique éprouvé par l'ennemi de l'hospitalité. L'hospitalité est en fait un geste accompli sans peur, mais sans intrépidité. C'est un geste de courage. Comme dit le lépreux Raymond Dakis dans le film de Jean-Daniel Paulet, L'Ordre, « Et si nous vous aimions, le supporterez-vous » L'hospitalité est une démarche d'adoption, définitive ou provisoire, qui fait de tout nouvel arrivant non seulement un membre de la communauté qui l'accueille, à égalité et en réciprocité avec tout autre, mais plus encore qui en fait la condition de l'appartenance de ceux qui accueillent à l'humanité elle-même. Ce que le grec fait entendre, c'est que l'inhospitalité exclut le xénophobe de l'humanité elle-même, puisqu'il rejette cette philia, cette amitié égalitaire qui relie tous les humains dans un espace et une temporalité politique. Le xénophobe inhospitalier pense que celui qui arrive ne cherche qu'à recevoir, à prendre, sans rien avoir à donner. Assourdi par sa peur, il ne veut rien entendre ni recevoir de ce nouveau venu, qui pourtant va lui rendre à son tour une surabondance de dons. C'est ce que Marcel Mauss avait découvert et décrit sous le nom de potlatch, c'est-à-dire cette économie du don et du contre-don, selon lequel celui qui donne en retour donne toujours plus que ce qu'il a reçu. Ceux qui arrivent, ces étrangers, ces exilés, on les appelle migrants, à qui nous devons donner tout ce qui leur manque, sont riches de tout ce dont nous manquons. À la question que je pose sous la forme suivante, que nous arrive-t-il quand tout autre arrive,
Je donne cette réponse. Il nous fait découvrir ce dont nous manquions, qu'il nous manquait en fait. Il nous fait découvrir qu'il nous manquait aussi. Faut-il l'accueillir comme pur événement, comme on accueille une naissance, comme on reçoit un présent qui accroît notre puissance d'agir et nos ressources. Les œuvres d'art ainsi nous accueillent, et les gestes de l'accueil sont à leur tour des gestes d'art, je l'ai dit dès lors, face à la situation imaginaire, voire fantasmatique, de toutes celles et de tous ceux qui, animés par l'effroi et la haine du nouveau venu, s'époumonnent en hurlant « On est chez nous !» Je voudrais à présent évoquer la puissance politique d'un des plus grands poèmes que Edoui a cité, à juste titre, créé sur les rives de la Méditerranée et qui fait entendre poétiquement les figures politiques de l'accueil. Ce poème, c'est l'Odyssée, qui n'est fait que des étapes hospitalières ou inhospitalières qui ont scandé le long retour d'Ulysse à Ithaque. On y apprend qu'il ne s'agit pas seulement de sauver le voyageur du naufrage, mais de l'accueillir pleinement, de l'adopter pleinement, de l'écouter d'où qu'il vienne et quel que soit son état. Mais plus encore, on y apprend que nul n'est jamais chez lui, y compris dans ce qu'il appelle ou pourrait appeler sa patrie, voire même son royaume, s'il n'a pas construit avec tout autre les conditions d'une mutuelle adoption. Je rappelle que ce poème est composé de 24 chants qui racontent 10 années d'errance et de naufrage. Quand Ulysse aborde enfin Ithaque, il ne faut pas moins de 12 chants depuis son arrivée chez lui pour construire sa reconnaissance et son adoption au cœur de sa propre patrie, qui était aussi son royaume. Nul n'est nulle part chez soi, dit Homère, et l'arrivée de tout autre exige l'hospitalité inconditionnelle et, s'il le faut, les armes du combat. Ulysse rentre chez lui après 20 ans d'absence, pendant 10 ans. Il ne cesse d'arriver ailleurs que chez lui, d'arriver chez les autres, dont il est l'hôte et que l'on reçoit. Je propose de revenir sur 2 récits, 2 fragments du poème fondateur du devoir d'hospitalité. Chant 6. Son arrivée à Corcyre, donc chez les Phéaciens, c'est pas à Ithaque. À Corcyre, la fille du roi Nausicaa le voit surgir de derrière les buissons, naufragé, trempé, hirsute, salé, sale et sale, méconnaissable. Athéna ne cesse de veiller sur cette défiguration du nouveau venu. La princesse des lieux, Nausicaa, qui le découvre, elle, sans le moindre effroi, demande à ses servantes de le laver, de l'habiller, de le parfumer et dit à Ulysse : « Ce n'est pas sans l'accord de quelqu'un des dieux de l'Olympe que chez les Phéaciens pareil homme est arrivé. Maintenant, on dirait un des maîtres du vaste ciel. Ah, si un tel héros pouvait être mon époux et habiter ici, s'il lui plaisait d'y demeurer. » Nous savons qu'il ne restera pas à Corcyre, car son voyage n'est pas fini. Ce voyage, d'ailleurs, n'a pas de fin. Je me souviens de cette remarque de Lévi-Strauss dans Triste Tropique, rappelant qu'à leur arrivée sur les rives de Porto Rico, les Espagnols proclamaient que les Indiens étaient des bêtes. Quand, dit-il, les Indiens se contentaient de soupçonner les Espagnols d'être des dieux. Et Lévi-Strauss de conclure qu'à ignorance égale, le dernier procédé était certes plus digne d'homme. La première leçon de l'Odyssée est la suivante. Le naufragé doit être accueilli comme un envoyé probable des dieux, comme le sujet possible de l'amour, reçu comme un roi. Vient le chant 13, le jour où il arrive chez lui. Il ne reconnaît pas sa terre, et sa terre ne le reconnaît pas. Ulysse arrive en complet étranger, corps inconnu, corps du soupçon. Homère prend soin de nous dire de quelle façon se construit la reconnaissance de celui qui arrive chez lui en méconnaissable. Celui que l'on croit mort, le roi d'Ithaque, arrive chez lui, hirsute, moche, sale, dépenaillé, vieillard. Et Ulysse dit ceci : « Hélas, en quelle terre ai-je encore échoué ? Vais-je trouver des brutes, des sauvages sans justice, ou des hommes hospitaliers craignant les dieux ?
Effroyable, il parut, défiguré par la saumure. Celui qu'on ne devait plus revoir, le sujet du veuvage, du deuil, l'absent par excellence, le méconnaissable, Athéna veille sur lui avec le plus grand soin pour qu'il soit absolument non connu, non reconnu. Il n'arrive pas à Ithaque en roi, mais en inconnu sans ressources, en sujet du combat. Alors en lui se noue le site critique de l'accueil, c'est-à-dire de l'hospitalité et de l'hostilité. D'un conflit à réguler, il arrive en vieillard, pas de déclaration du type « c'est moi, je suis chez moi, je suis le roi », pas de revendication, ni de révélation d'identité, pas de preuve à donner, pas d'empreinte, pas de mesure, ni d'exploration invasive, ni d'évaluation pour légitimer les gestes de l'accueil. Il va falloir faire travailler les signes de l'hospitalité, recevoir, laver, vêtir, nourrir, procurer l'abri, le repos, écouter. Personne n'est chez soi, personne n'a le droit de dire qu'il est chez lui, fût-il le roi, s'il n'a pas construit sa place depuis le statut d'étrange étranger, comme disait Prévert. Sans avoir pu échanger les signes de la reconnaissance et de l'adoption, sans avoir combattu l'hostilité et l'hospitalité, fondement de la filia, de cette amitié créatrice, inséparable de l'accueil, Ulysse doit être adopté par les siens. Il n'a cessé de retarder le moment de l'identification, même avec Pénélope, surtout d'ailleurs avec Pénélope, c'est avec elle qu'il va prendre le plus de temps. Il refuse 2 identifications fondées l'une sur la reconnaissance animale et sur la reconnaissance maternelle. Être chez soi n'a rien à voir avec la nature, avec l'origine. Il repousse son chien, il fait taire sa nourrice. « Tais-toi, ne dis rien », dit-il à Ériclée. La reconnaissance se fera de 2 façons. À l'issue d'un combat contre les prétendants et avec Pénélope dans le partage d'un secret. Le combat indique ainsi que toute reconnaissance, toute construction d'identité est une épreuve intersubjective, un triomphe de la filia et de l'amour. Tout parle de construction, d'architecture affective. Rien ne s'impose de soi. Être étranger chez soi, c'est-à-dire xénos dans son propre pays, est le fondement de cette hospitalité qui a besoin de la filia, de l'affect pour que tout sujet, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, partage un monde avec tous les autres et y construise sa place transitoire pour que les autres trouvent leur propre identité. Les chemins de l'hospitalité sont lents, demandent de la patience. L'accueil du tukone, du nouveau venu, décrit le long chemin de l'hôte vers l'hôte, de l'identifié vers l'identifiant. L'hospitalité commande d'accueillir le mendiant, le naufragé, l'inconnu comme un roi, comme un envoyé des dieux. J'étais très touchée par ce que disait Alice Diop au sujet de son film « Nous », en disant qu'en voyant la messe pour la mort de Louis XVI, cathédrale dans la basilique de Saint-Denis, elle a pensé à son père. En voyant les obsèques d'un roi au milieu des royalistes, elle a pensé à son père. Tout est construit, y compris le lit conjugal, dont le secret de construction servira de preuve, le fameux olivier. Devenir ce que l'on est, dans le poème « Devenir Ulysse », est une construction lente qui met à l'épreuve le courage de la rencontre et la métamorphose des regards. Le poème homérique, dans ce poème homérique, Ulysse retarde, dilate la temporalité, parce que c'est en vérité quelque chose d'infini et sans fin qui doit se mettre en place. C'est qu'on n'en finit jamais d'accueillir le tout autre, et le nouveau venu n'en finira jamais d'arriver. L'inconnu, le méconnaissable, entre la temporalité infinie de la rencontre. Le voyage d'Ulysse est fini, mais en vérité, son retour n'a pas de fin. Le dernier mot de l'Odyssée, c'est que Athéna dit qu'il s'agit d'une trêve. Ça n'est qu'une trêve. Pénélope a produit la dramaturgie de la répétition aussi longtemps qu'il n'y a pas d'événement. Tout se fige tant qu'il n'y a pas un nouveau venu. Tout se fige avec l'absence et reste figé jusqu'au retour. Mais l'événement, l'arrivée du tout autre, qui rompt cette immobilité répétitive, demande du temps pour s'établir.
C'est dans la rencontre du nouveau venu que le temps se remet en marche. C'est alors qu'il faut exercer l'art de retenir le nouvel arrivant, de lui rendre sa souveraineté, de voir en lui le roi qu'on attend et celui qui nous manquait. L'hospitalité est la condition de l'entrée de toute communauté dans sa propre histoire. Dans l'exercice de l'hospitalité et lui seul, nous construisons notre appartenance à l'histoire d'un même monde. C'est un long poème, une œuvre d'art qui nous le transmet. Ce geste d'art nous fait savoir que l'hospitalité est un art et qu'il appartient à l'art de rendre sensible en tout geste le devoir d'hospitalité comme condition de la vie politique. Homère, le poète, nous dit ceci: « Nul d'entre nous n'est chez lui tant qu'il n'a pas accueilli le premier venu, qu'il n'a pas reconnu en lui la dignité royale de tout autre, à qui l'on doit l'abri, la table, l'écoute et le repos, à qui nous devons l'accroissement de nos ressources et notre propre appartenance à l'humanité. Nul d'entre nous n'accède à sa propre liberté créatrice et à sa dignité politique s'il est incapable de vivre l'arrivée du tout autre comme on accueille la joie procurée par une naissance, un nouveau-né, le surgissement d'un geste créateur, un nouveau venu. » C'est à Cantor que je laisse le dernier mot. Au sujet des gestes de l'acteur et des gestes d'art en général, Tadeusz Kantor disait ceci: « Si, abdiquant toute volonté, l'acteur, lui il parle de l'acteur, de nous fait assister à la naissance, dans le vide qu'il a creusé en lui, de celui ou celle que nous voyons pour la première fois, quand nous croyons voir le premier homme ou la première femme émergeant de l'obscurité insondable de leur passé, alors, moment toujours émouvant, accomplissant le miracle d'une inépuisable provenance. » Je vous remercie.